Il faut préparer une issue de secours, non pas quand ça sent déjà la fumée, mais tant que tout est encore calme, tant que les portes sont ouvertes, tant que c'est encore votre libre choix, et non une fuite paniquée. Préparez une sortie de secours, posez un pied sur votre propre terre, et si jamais, que Dieu vous en garde, alors mettez-y aussi le second. L'un des génies reconnus du XXe siècle s'appelait Alexandre Arkadievitch Galitch. Dans les années 70 du siècle dernier, la direction de l'Union soviétique a expulsé tout un groupe de personnes qui, selon eux, les empêchait de construire un avenir radieux dans leur propre famille. Nous connaissons tous leurs noms, et bien certains d'entre eux sont Iosif Brodsky, Alexandre Solzhenitsyn, Galitch, Viktor Nekrasov, Siniavski, Aksenov, Voinovitch, Lechkovski, Dovlatov, Limonov, Korjavin et quelques autres. Il semble qu'il y en ait tout un groupe. Pour des raisons de politique étrangère, ils ne pouvaient pas les tuer ni les mettre en prison ou à l'asile pour longtemps. C'est pourquoi ils ont décidé de s'en débarrasser. Ils se sont simplement trompés, parce que ce même Alexandre Galitch est tout de suite allé travailler à Radio Svoboda à Paris et a commencé à y devenir 100 fois plus populaire dans son ancienne patrie qu'il ne l'était avant cette radio. Avant l'exil, avant l'émigration. Avant, seuls les intellectuels le connaissaient. Maintenant, les jeunes chantaient en ses chansons, répétaient en ses quatrains. Galitch était pratiquement au niveau d'un prophète du développement de la civilisation. C'est apparemment pour cela que le KGB l'a tué dans son propre appartement à Paris. Je ne peux pas dire que j'ai des preuves, mais en 1937, le gouvernement français avait promis de révéler, soi-disant tous les détails de cette affaire des plus étranges, l'électrocution du grand poète dans sa propre baignoire. Pourquoi est-ce que je dis qu'il est un prophète, un peu comme la Pythie de Delphes, l'oracle Nostradamus et Cassandre, tout cela à la fois? Écoutez ces vers sur l'Amérique. Messieurs, ce Lachaud a été écrit environ 70 ans avant que tout cela ne commence à se produire. Voici ces vers. Nous construirons des maisons partout en Amérique. Des maisons ordinaires, des maisons de la culture. Pускай. Qu'ils se mettent un peu à notre place et cela leur apportera peut-être un peu de bon sens. Certains affirment qu'il a écrit, d'autres le contestent, mais c'est bien lui l'auteur. Aujourd'hui, je voudrais me rappeler d'un autre quatrain qui nous concerne directement, vous et moi. Et malheureusement, cela nous concerne, vous et moi, non pas dans l'Allemagne hitlérienne, ni dans l'Empire communiste stalinien, mais bien aux États-Unis d'Amérique, et aujourd'hui, en ce moment même. Voici ce quatrain. Oh, ne cousez pas, vous les Juifs. Ne cherchez pas à devenir chambellans, vous les Juifs. Juifs enivrés. Ne regrettez pas la verdure des soupçons, plaignez-vous. Vous ne siégerez ni au synode ni au Sénat. Si on comprend qu'il parlait littéralement, alors il se serait trompé. Il y a aujourd'hui 9 juifs au Sénat. Je tiens tout de suite à préciser qu'ils sont tous démocrates. La plupart d'entre eux se disent socialistes démocrates. Ou alors, sans le dire, ils prônent les mêmes principes. Mais ni la Torah, ni Hillel, ni l'Ancien Testament ne sont leurs références. Leur référence, c'est Karl Marx. Bien qu'ils aiment beaucoup la propriété privée et en veulent toujours plus. Maintenant que cela est dit, plongeons dans la réalité américaine d'aujourd'hui. Et pour la comprendre, commençons par l'Europe. Par sa partie germanophone, de 1900 à environ 1935, l'orateur invité s'est monté sur la scène d'une salle comble à Munich et s'est adressé aux Juifs assis devant lui. Il a parlé sans élever la voix et sans chercher à être trop dramatique. Il a dit que très bientôt, ils seraient tous tués, pas de façon incroyable, et très bientôt. Ces enfants-là, ces femmes en belles robes, ces messieurs en beaux costumes, presque tous vont mourir, s'ils ne se rassemblent pas et ne partent pas. Nous sommes en 1935, messieurs, et il faut partir au plus vite. Hier, la salle a vraiment éclaté de rire. Mais très bientôt, ils ont tous été tués. Tous. On riait de lui à Varsovie, à Berlin, à Vienne, et dans des dizaines de villes où il revenait sans cesse, comme un homme qui court à travers une maison endormie et frappe à chaque porte. Et on l'appelait incendiaire, fou, quelqu'un qui effraie le public respectable. Mais il restait là et répétait sans cesse « Partez ». Tant que les portes sont ouvertes, partez. Il s'appelait, eh bien, vous connaissez très bien son nom, Vladimir Zev Jabotinsky.
Presque tous ceux qui se moquèrent de lui ont été envoyés dans des camps de concentration et brûlés. Les enfants n'ont pas grandi, les projets n'ont pas abouti. Ils ont tous été tués, ces mêmes enfants, ces mêmes femmes en belles robes, ces mêmes messieurs en beaux costumes. Tous. Peut-on reprocher quoi que ce soit à ceux qui riaient ? Non, bien sûr. Bien sûr que non, mais ce n'était pas il y a si longtemps. Nous ne pouvons pas l'ignorer et dire « ici, rien de tel n'arrivera ». Mais de quoi parlez-vous ? Cela n'arrivera pas. Parce que s'il y a des signaux que nous recevons et s'ils ressemblent ne serait-ce qu'un peu à ce qui s'est passé en Allemagne au milieu des années 30 du siècle dernier, alors nous devons les prendre très au sérieux. On a tué des Juifs sous les acclamations enthousiastes du peuple. Ce même peuple qui achetait de la saucisse aux Juifs leur commandait des costumes, soulevait son chapeau lorsqu'ils se rencontraient. Non. Qui aimait la même musique, dont les enfants lisaient les mêmes poèmes sur l'amour et les lilas, et rêvaient tant des mêmes choses que les enfants juifs. Tous ces mêmes gens crièrent de joie quand on tuait les Juifs. On leur a fait croire que tout leur malheur était causé par ces mêmes Juifs, et avec les Juifs, leurs enfants juifs aussi. Et c'est pourquoi ils étaient heureux que ces enfants soient emmenés et brûlés eux-mêmes. Juste pour le plaisir, ils sortaient un de ce même épicier chez qui ils achetèrent de la saucisse depuis 20 ans. Ils le traînant dans la rue et le battèrent à mort à coups de pied. Parce que, eh bien, ces mêmes Juifs étaient ce mal qui les empêchait d'obtenir ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'ils voulaient ? De tout ce que possèdent les Juifs. Parce qu'il s'avère que les Juifs ont obtenu tout cela grâce à notre sueur et à notre sang. Aujourd'hui, je veux vous parler de ce rire. Parce qu'il me semble que je l'entends à nouveau. J'ai peur de l'entendre tout près de moi. Déjà, Jabotinsky, dans les années 30, faisait ce que presque personne ne faisait. Il parcourait l'Europe juive. Et il disait des choses que personne ne voulait entendre. Il disait « liquider la galoute ». La galoute, c'est la dispersion. Avant que la galoute ne vous liquide, rassemblez-vous. Rassemblez-vous dans l'État d'Israël, qui n'existait pas encore. Ça peut sembler dur, mais il les appelait au salut. Il disait « Je vois ce que vous ignorez de l'intérieur. J'observe votre vie de l'extérieur avec sang-froid. Et je vois comment les murs autour de vous se resserrent lentement. Et qu'est-ce qu'il recevait en retour ? On ne l'écoutait tout simplement pas. On le huait. Des journaux juifs respectés écrivaient que cet homme faisait honte aux juifs éclairés. C'est un hystérique. Il sert la cause des antisémites avec ses discours sur la fuite. Les rabbins intelligents secouaient la tête. Les riches et les gens sûrs d'eux lui disaient avec condescendance « Tu es dépassé ». Mais nous sommes au XXe siècle. C'est l'Allemagne, le pays le plus cultivé d'Europe. Goethe, Beethoven, rien. Rien de tout ce dont tu essaies de nous effrayer. Rien. Un baiser. On raconte qu'après l'un de ses voyages, Jabotinsky aurait laissé échapper avec un sourire amer qu'il n'aurait jamais imaginé que les Juifs pouvaient être aussi désespérément stupides. On le détestait parce qu'il essayait de bouleverser leur mode de vie paisible, prospère et remarquable dans l'un des pays les plus cultivés du monde. Et voici la question à laquelle je voudrais que vous répondiez, réfléchissiez, vous arrêtiez un instant, car il voyait très clairement pourquoi tout un peuple, intelligent, instruit, cultivé, ne voyait pas alors que lui voyait, non pas parce qu'il était plus intelligent, mais parce qu'il regardait de l'extérieur. On dit souvent que le poisson ignore ce qu'est l'eau. Elle y vit, elle y respire. L'eau n'est pas un objet pour elle, mais un milieu, une évidence. Comme un poisson ignore l'eau où il vit, une personne plongée dans une situation n'en perçoit pas clairement les limites. Il y respire. Pour lui, ce n'est pas une situation, juste la vie, ordinaire, habituelle, comme hier. Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Tout est pareil. Un juif allemand, en 1933, ne voyait pas la catastrophe. Il ne voyait pas sa rue, sa boutique, ses voisins avec qui il se saluait depuis 20 ans. Il voyait son fils étudiant, sa fille au piano, son abonnement à l'opéra. Comment de tout cela, de cette vie normale, chaleureuse, familière, pourrait naître quelque chose, ce dont tu parles, d'horrible ? De quoi parles-tu ? L'image ne se forme pas. Les petits détails inquiétants ne sautent pas aux yeux, et ils ne forment pas un tout cohérent. Parce qu'entre ces détails, il y a toute une vie vécue. Et elle murmure « Calme-toi, ce n'est pas ce que tu crois ». Et après, c'est là que commence le plus effrayant. C'est là que quelque chose s'active, vous savez, chez chacun de nous. Oui, la personne commence à se convaincre de toutes ses forces. Il trouve 1000 raisons logiques. Pourquoi tout ira bien, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est une folie passagère. Ça va passer.
Ah, ce sont les marginaux qui disent ça, les gens respectables. Les gens respectables pensent autrement. Nous nous assimilons, nous ne sommes pas non plus des sortes de Moïse. Nous vivons, et nous sommes trop nombreux. On a trop besoin de nous. L'économie sans nous. Et que deviendra l'économie sans vous? Elle va s'arrêter, c'est ça, sans vous. Chaque argument pris séparément semble raisonnable, mais tous ensemble, ils forment une berceuse, sous laquelle il est si doux de ne pas voir ce qui se passe. Jabotinsky, lui, n'était pas sous cette berceuse. C'est pourquoi il entendait les murs bouger. Et lui-même entendait la musique. Parfois une valse, parfois la marche triomphale de Wagner. Mais c'est toujours de la musique. Et maintenant, je vais vous demander de faire une chose désagréable. Regardez votre propre rue, votre fil d'actualité, et demandez-vous honnêtement, est-ce que vous entendez en ce moment? Ou pensez-vous toujours que tout va bien? Laissez-moi vous dire ce que je vois, sans commencer par aujourd'hui. Je vais revenir un peu en arrière, pas il y a 100 ans, car je n'étais pas né, mais il y a 15 ans, au premier mandat d'Obama. Je veux que vous ne regardiez pas les étincelles isolées, mais plutôt comment, lentement, année après année, la forêt s'assèche. Tout le monde remarque l'étincelle. Mais que la forêt s'assèche, ça, personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'elle prenne feu. Résultat, 2010. Hélène Thomas, une légende, la doyenne de la presse à Washington, une femme qui était assise au premier rang sous 8 présidents. Et on lui pose une question sur les Juifs d'Israël. Et elle répond, devant la caméra, calmement, qu'ils rentrent chez eux, en Pologne, en Allemagne, 70 ans de carrière. Et voilà ça. Elle était assise en Amérique, à la Maison-Blanche. Elle a couvert 8 présidents. Bon, d'accord, on s'est tu. On a fait la grimace. Une vieille femme sénile, n'est-ce pas? Un cas isolé, on a tourné la page. 2017, Charlottesville. Des gens marchent dans la rue d'une ville américaine avec des torches. Et ils scandent. Les Juifs vont nous remplacer. Et quoi, on va les remplacer, nous? D'où ça vient, ça? Ils auraient pu rester dans leur sous-sol, mais non. Ils marchaient tant sur le trottoir, sous les caméras, du monde entier. Bien sûr, ça vous a fait sursauter. Mais vous vous êtes dit, des cinglés, ce n'est pas l'Amérique. Et vous avez tourné la page. Le 27 octobre 2018, Pittsburgh. Un homme va à la synagogue. L'arbre de vie, un peu au milieu de la prière du samedi. Et il abat froidement 11 personnes, des personnes âgées, venues prier. L'attaque la plus sanglante contre les Juifs de l'histoire des États-Unis. Impossible d'ignorer cela. Pourtant, 1 ou 2 ans ont passé. Le souvenir s'est estompé. 2019. Membre du Congrès des États-Unis, Ilhan Omar, explique le soutien à Israël en une seule phrase. Oui, tout ça c'est pour les benjamins, c'est-à-dire les billets de $100. La même vieille histoire. Les Juifs, l'argent, le pouvoir secret. Et vous vous êtes encore dit, bon, elle a dérapé, elle s'est excusée, non? Mais en plus, il y a aussi beaucoup de Juifs dans son parti. Ils ne laisseront pas passer ça. Vous avez choisi de ne pas remarquer que les Juifs de son parti sont restés silencieux. Ils sont restés silencieux. Et le silence dans tous les sens du terme était funèbre. 2022 Kanye West. L'un des hommes les plus célèbres de la planète, probablement, qui avait plus d'abonnés que certains pays non de citoyens, déclare qu'il admire Hitler et qu'il ne croit pas une seule seconde à l'existence de l'Holocauste. Des dizaines de millions de personnes écoutent cela. On a qualifié cela de coup de folie, puis on est passé à autre chose. Pourtant, des dizaines de millions de ses fans l'ont entendu. Et ils n'ont pas pensé que c'était un coup de folie. Et ils ne sont pas passés à autre chose. Ensuite, le 7 octobre 2023 est arrivé. Et ce qui séchait depuis des années a pris feu. Vous vous souvenez des universités? Eh bien des temples de la raison, n'est-ce pas? Où maintenant, un étudiant juif cache l'étoile de David sous son t-shirt pour entrer dans l'amphithéâtre. À Columbia, le meneur de la manifestation dit à voix haute « Les sionistes ne méritent pas le droit de vivre. » Pas les juifs, dit-il, les sionistes. Et que sont les sionistes? Et là, vous découvrez soudainement que les sionistes, ce sont des juifs. Des juifs qui pensent que les juifs devraient avoir leur propre pays, un État, leur propre terre où ils pourraient, pour ainsi dire, s'installer et se défendre eux-mêmes. Ils estiment que cette terre serait située près du mont Sion. Le mot change, mais le sens reste identique. Les juifs ne mériteront pas le droit de vivre. Alors que devons-nous faire avec eux? UCLA. Les étudiants juifs de l'UCLA ne sont pas autorisés à entrer dans leur propre classe et, à l'entrée, on leur demande, comme à un poste de contrôle, « Es-tu sioniste ?» Et selon la réponse, on te laisse passer, ou non.
Autrement dit, tu es juif. Si oui, on ne te laissera pas entrer. La dernière fois que j'ai vu une chose pareille, c'était en 1936 probablement, dans ce même Munich dont nous avons déjà parlé. Et le Congrès vote. Faut-il considérer le slogan « du fleuve à la mer » comme antisémite? Et 44 députés votent contre. Vous savez ce que « de la rivière à la mer » signifie? Tout le monde le sait, cela veut dire qu'il ne doit pas y avoir un seul juif. Ils doivent être tués, égorgés, jetés, expulsés, brûlés ou noyés dans la mer. Entre la rivière et la mer. Vous savez, entre la rivière et la mer? Choisis toi-même, comme on dit. Nous sommes libres. Tu prends ce que tu veux parmi ce qui est proposé. Brûler, fusiller, égorger, tout était possible. Et 44 députés au Congrès des États-Unis disent qu'ils ne voient rien de mal à cela. Eh bien, qu'y a-t-il de mal à cela, n'est-ce pas? Ce sont les Juifs qu'on va massacrer, pas quelqu'un d'autre. Mesdames et messieurs, pensez-vous aussi que tout va bien? Les étincelles se sont déjà transformées en feu, en incendie. Il est aussi facile de ne pas le remarquer. D'ailleurs, à propos d'incendie. En avril 1925, on met le feu à la résidence du gouverneur de Pennsylvanie. Josh Shapiro, son nom de famille, est un peu, disons, juif, non? Il est Yuri. Il dort à l'intérieur avec sa famille. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Le 25 mai, devant le musée juif à Washington, 2 jeunes employés de l'ambassade d'Israël, Yaron et Sarah, sont abattus à bout portant. Selon les informations, ils comptaient lui demander sa main. Le 25 juin, Boulder, Californie, Colorado. Un homme armé d'un cocktail incendiaire s'attaque à un rassemblement pacifique pour la libération des otages. Libérez nos proches, libérez les otages, en criant « Liberté pour la Palestine », le 25 octobre. C'est ce qu'il semble. Il invite contre lui Nick Fuentes, négationniste de l'Holocauste, pour 2 heures de conversation amicale. 20 millions de vues. Le 27 octobre a été marqué par le massacre de Pittsburgh. Lorsque le scandale a éclaté, le débat ne portait pas sur la gravité des faits, mais sur la légitimité des serviteurs à les qualifier d'ignobles. On peut donc en parler, mais pas condamner. Ce n'est même plus de l'antisémitisme, c'est déjà au-delà de tout cela. 25 décembre, Candy Sovan, des millions d'auditeurs. On leur recommande un livre du siècle avant le précédent sur les Juifs et on explique aux Afro-Américains qui est leur véritable ennemi, pas les Blancs, les Juifs. Et quel est donc ce petit livre, me demanderez-vous? Ils ont sorti, à mon avis, les sages de Sion. Non? Vous ne trouvez pas? Sous les tsars russes. Eh bien, il y avait un peu d'antisémitisme. Sous leur règne, ils ont décidé donc de s'amuser et d'écrire un petit livre comme ça, de commencer une série de pogroms en Russie. Mais la réponse à cela a été la Révolution, dans laquelle ce livre et d'autres efforts du gouvernement tsariste ont poussé la jeunesse juive. Je ne dis pas que la grande révolution d'octobre était quelque chose de positif. J'explique simplement que lorsque les Juifs sont acculés, ils frappent. Et en général, ils y arrivent. Et au printemps 26, une ligne sèche de statistiques apparaît. Il y a eu plus d'attaques physiques réelles contre les Juifs que jamais auparavant. 15 ans? Sinon, cette vieille femme devenue folle aurait survécu jusqu'au fiancé fusillé près du musée. Avez-vous remarqué en quelle année exactement la forêt a eu le temps de se dessécher? Et maintenant, faites quelque chose que vous ne faites pas d'habitude. N'écoutez pas tout cela séparément. Mettons tout cela, pour ainsi dire, dans la même pièce. À droite, on dit « les Juifs contrôlent tout ». À gauche, on dit « les Juifs achètent un tout ». Et sur le campus, c'est direct. Les Juifs ne méritent un petit pas de vivre. Et remarquez, ils ont tous changé de costume. Le mot antisémitisme n'est plus très à la mode aujourd'hui. Il sent les chambres à gaz. On a honte de le prononcer. C'est pourquoi la haine, comme on dit, a troqué son manteau contre une redingote. Maintenant, c'est de l'antisionisme. L'anticolonialisme, ou simplement la critique de l'État d'Israël. 3 costumes différents. Et sous le costume, il y a toujours la même phrase que le monde a déjà entendue une fois et qu'il a déjà poussée jusqu'au bout. Les Juifs ne doivent pas vivre. Et pour la personne qui a caché l'étoile de David sous son t-shirt, peu importe sous quel drapeau la main s'est levée pour frapper. Que le poing vienne de la gauche ou de la droite, il frappe toujours le même visage. Ce n'est plus un murmure venu d'une cave, mais les plus grands podcasts, le Capitole, les meilleures universités américaines. De haut en bas, gauche à droite. Pour l'instant, ce ne sont que des mots. Laissez-moi arrêter de parler en généralité. Je vais donner des noms, des 2 côtés. Et vous, faites attention à une seule chose. Qu'est-il arrivé à ces personnes à cause de leurs paroles?
parce qu'il y a toujours un certain nombre d'idiots là-bas qui détestent quelqu'un, aiment quelqu'un, font quelque chose pour des raisons politiques. Quelque chose par intérêt personnel, quelque chose par bêtise. Ce ne sont pas eux qui sont importants. La frange, comme on dit, non ? La réaction est importante. Quand elle existe, eh bien, les gars, tout va bien. Que faire ? L'antisémitisme a existé, existe et existera toujours. Le racisme a existé, existe et existera toujours. Les salauds et les élus. Et ainsi de suite. Mais quand la société ne réagit pas, commençons par le droit. Pour ne pas être infondé. Candace Owens, l'une des commentatrices conservatrices les plus populaires. Eh bien, en Amérique du moins, n'est-ce pas, des millions d'abonnés. Elle aime un tweet où l'on demande au rabbin s'il n'a pas encore bu du sang chrétien. Du sang. Cette même histoire à cause de laquelle des communautés juives entières ont été massacrées dans des villes entières autrefois. C'est une fille instruite. Donc, elle sait exactement ce qu'elle fait. Marjorie Taylor Greene. Membre actuelle du Congrès, républicaine. Elle l'était. Maintenant, elle n'est plus au Congrès, principalement à cause de Trump qui l'a poussée à partir. Il a exercé une forte pression sur elle. Mais sur ce sujet, je pense que elle a expliqué les incendies de forêt en Californie par un laser spatial lié au banquier Rothschild. Pourquoi devait-elle dire que les Juifs incendiés est en secret ? Franchement, je ne comprends pas. Et pourquoi aurait-il besoin de mettre le feu ? C'est aussi complètement incompréhensible. S'ils possèdent déjà tout, non ? Ils ont tout pris, ils contrôlent tout, et ainsi de suite. Pourquoi auraient-ils besoin de brûler ce qui leur appartient ? Peut-être pour toucher l'assurance auprès d'eux-mêmes, mais tu sais, le plus important, c'est que je ne me souviens pas que quelqu'un l'ait vraiment remise à sa place ou réprimandée. Maintenant Mel Gibson, tout le monde le connaît, l'une des plus grandes célébrités d'Hollywood. Citation, « Les Juifs sont responsables de toutes les guerres ». Il a ensuite expliqué qu'il était ivre. La réaction des politiciens, zéro. Hollywood continue de tourner des films avec lui. Je n'ai pas ce problème, il rapporte de l'argent, du fric, du pognon. J'ai déjà dit ça quand je servais donc au conseil foncier, Vladimir Vladimirovitch, c'est-à-dire Poutine. Donc oui, du fric, de l'argent, et puisqu'il rapporte du fric, de l'argent, ça veut dire qu'il peut dire absolument tout ce qu'il veut. Et les réalisateurs, les producteurs, les scénaristes juifs, même eux vont le filmer. Et les investisseurs juifs vont investir, pas seulement eux, non, en aucun cas, mais eux aussi. Pourquoi ? Ils apportent de l'argent. Ce n'est pas que les juifs, comme on dit, vendraient leur peau juste pour de l'argent. Non, c'est plutôt des camarades, des compagnons. C'est comme si cela avait cessé d'être cette horreur à cause de laquelle tu t'éloignes d'une personne en disant « Mon Dieu ». Je n'y toucherai pas, comme on dit, avec une perche de 6 mètres. Je ne toucherai pas ni ne m'assiérai dans ce champ pour quoi que ce soit. DeSean Jackson. La star du football américain publie sur son compte « Les Juifs, alors, comment c'était déjà ? Les Juifs ont un plan pour asservir l'Amérique. Les Juifs ont un plan pour asservir l'Amérique. Comment le sait-il ? Probablement c'est un Juif qui lui en a parlé. Mais qui lui a mis ça en tête, sérieusement ? Et a-t-il réfléchi ne serait-ce qu'une seconde avant de répéter cela ? Il a alors eu des ennuis, convoqué par son clan, sanctionné par le club et mis à l'amende. La Ligue l'a réprimandé, les organisations juives de défense des droits de l'homme l'ont condamné, mais parmi les politiciens démocrates, pas un seul n'a dit un mot. Pas un seul, n'est-ce pas ? J'ai cherché longtemps. Et lui, messieurs, ce n'est pas un homme insignifiant. Ce n'est pas comme si j'allais réagir, non ? Des millions de personnes l'écoutent, mais ce qui se passe à droite, ce sont des broutilles. Voilà, un petit échauffement. Maintenant à gauche. Et ici, je vais vous demander d'être très attentifs. Parce que là, ce ne sont plus des blogueurs, ni des acteurs, ni des sportifs. C'est le Congrès. Ilhan Omar. Oh, Mar. Membre de la Chambre des représentants. Démocrate. Elle met le seul pays juif du monde sur le même plan que qui ? Avec le Hamas et les talibans. 12 démocrates, eh bien, selon leurs actes. 12 démocrates l'ont condamnée. 2 collègues, Ocasio-Cortez et Tlaib, au contraire, se sont précipités pour la défendre. Résultat. Et elle siège toujours au Congrès aujourd'hui. Selon les lois du Congrès, les 2/3 doivent en voter pour l'exclusion d'un membre du Congrès. Et alors il est expulsé. N'est-ce pas, Ran ? Au Congrès, où sa propre place et son appartenance au parti comptent plus que tout le reste, on ne trouvera pas 2/3 pour cela. Mais si on vote, disons, pour limiter leur durée de mandat au Congrès, là aussi il faut 2/3.
Mais là, il y aurait 95%, voire 99% contre. Jamais ils ne trouveront les 2 tiers. Donc Rachi, oui, ce Rachi et Tlaib, aussi membre de la Chambre, aussi démocrate, défend publiquement le slogan « de la rivière à la mer ». Mais nous savons déjà ce que cela signifie. Ce n'est pas comme si personne ne le savait. C'était bien le slogan officiel et l'explication à la fois du Hamas et de n'importe qui d'autre, de l'Iran, ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Mais nous comprenons exactement que, entre le Jourdain et la mer, il faut massacrer tous les Juifs. Et elle, on lui adresse un blâme. Ça semble menaçant. Oui, mais un blâme, c'est juste un papier. Elle n'a pas perdu son siège. Et d'ailleurs, elle n'a pas eu peur de voter pour ce blâme. Seuls 22 démocrates n'ont pas eu peur de voter. La moitié du Congrès, ce sont des démocrates. Les autres ont détourné le regard. Croyez-moi, il y a plus de 22 juifs au Congrès, par exemple. Donc, certains juifs aussi ont détourné le regard. Ils doivent être jugés, sortir du Congrès. En ont-ils le droit ? Ils en ont le droit, mais ils n'ont pas la volonté. Parce que les besoins du parti passent avant tout. Plus important que l'honneur, plus important que la conscience ou la vie des proches de ces élus au Congrès. Bon, soyons tout à fait clairs. Plus important que leurs propres enfants. Voilà. Et par parti, bien sûr, j'entends le coussin moelleux sur lequel ils sont assis, une place confortable, l'argent, la gloire. Enfin, la gloire des opportunités. Bien plus important que la vie de quelques juifs là-bas. Jamal. Bowman. À ce moment-là, le membre démocrate du Congrès appelle le viol commis par le Hamas en Israël le 7 octobre de la propagande et un mensonge. Alors même que des Israéliens sont venus, ont montré un film au Congrès, ont présenté des preuves, des images prises simplement par des caméras portées sur la poitrine, sur la tête ou dans les mains des membres du Hamas, non. C'est de la propagande, de la calomnie et du mensonge. Il s'est ensuite excusé, oui. Mais c'est tout ce qui s'est passé. Je ne me souviens d'aucun collègue, même juif, démocrate, qui aurait dit que c'était un salaud. Eh bien, c'est-à-dire quelque chose comme « oh là là ». Et c'est tout, on est passé à autre chose, on a continué. Oui, ensuite toute une brigade, donc le squad comme on les appelle, Lee, Presley, aussi Omar, aussi Tlaib, Ocasio-Cortez. Le Congrès vote une résolution contre l'antisémitisme, et eux, ils votent contre la résolution. Une résolution qui condamne l'antisémitisme. Et qu'est-ce qu'ils ont eu ? Eh bien, devinez, s'il vous plaît. Kaimani James était la meneuse, donc, des protestations à l'Université Columbia, directement face à la caméra, mot pour mot. Je me sens à l'aise d'appeler à la mort de ces gens. Il me semble que notre Constitution devrait contenir quelque chose comme ça, non ? Par ces gens, elle voulait dire plutôt les sionistes. Et elle ajoute « Estimez-vous heureux que je ne me balade pas en tuant ?» Waouh, wow. Un immense merci à toi. Un immense merci à toi du fond du cœur. On le poursuivait ? S'il avait dit qu'il fallait tuer les musulmans, alors on l'aurait poursuivi. Eh bien, peut-être parce que les Juifs sont eux-mêmes responsables, c'est ça ? Et vous pensez ça aussi, n'est-ce pas ? Sinon, pourquoi vous les élisez tous au Congrès ? Au Sénat, comme gouverneur ? À la présidence ? Susan Sarandon, star hollywoodienne, lauréate d'un Oscar, annonce depuis la tribune d'un meeting à New York. Elle annonce depuis la tribune d'un meeting à New York. Les Juifs américains qui ont maintenant peur. Pour la première fois de leur vie, ils commencent à comprendre ce que cela fait d'être musulmans dans ce pays. Elle est devenue folle. 2000 ans d'affilée. On a massacré, tué, violé, dépouillé les Juifs, on leur a tout fait. Mais il faut que les Juifs comprennent ce que c'est d'être musulmans dans ce pays. Je ne me souviens pas qu'on ait refusé d'embaucher des musulmans, ou qu'on ait refusé d'admettre des musulmans dans les universités, ou qu'on ait écrit sur eux, qu'on ait appelé à quelque chose, je ne sais pas, qu'on ne les ait pas pris dans l'armée, qu'on ne les ait pas promus. Ah, tu es musulman, donc on ne va pas te promouvoir, c'est ça ? Eh bien, c'est génial. Ils commencent à comprendre ce que ça fait d'être musulman dans ce pays. Les politiciens. Vous pensez sûrement que maintenant, tout vous est permis, ou que personne ne remarquera rien chez vous. Aucun d'entre eux n'a exigé qu'elle s'en aille, cette salope tordue, bancale, je ne sais pas, de notre pays. Et bon, ils se sont tus. Zoran Mamdani, le maire de New York.
Un démocrate, on lui demande sans cesse de condamner. Le slogan « Globalise l'intifada ». Qu'est-ce que l'intifada ? Le massacre des Juifs. Globaliser l'intifada, ça veut dire massacre les Juifs partout dans le monde entier. Il refuse, il ne le prononce pas lui-même. Il ne condamne pas et ne veut pas condamner les autres non plus. Pour être juste, le leader des démocrates au Sénat, Chuck Schumer, donc lui aussi de New York, a quand même dit que, on ne peut pas parler comme ça. Eh bien, s'il vous plaît. Eh bien, ne parle pas comme ça, s'il te plaît. Ah, et il y a encore 2 non-américains, donc. Toute l'Amérique les entend. Mark Lamont Hill, professeur et animateur de télévision bien connu, monte à la tribune de l'ONU. Tout cela est bien sûr diffusé chez nous, et il prononce cette fameuse phrase « Befitway la mafans du fleuve à la mer ». CNN, à ce moment-là, il était consultant ou quelque chose comme ça, ils appellent ça contributeur. Oui, ils sont obligés de le licencier, même s'ils ne le veulent vraiment pas. Et Roger Waters, une légende, oui, l'un des pères de Pink Floyd, lors d'un concert, fait monter dans les airs un cochon gonflable avec l'étoile de David, et monte sur scène vêtu d'un costume à l'allure nazie. Oui. Et vous savez où il a fait ça ? Parmi toutes les villes de la planète où ils ont donné des concerts. Il était monté sur scène à Berlin. Et maintenant, la raison pour laquelle j'ai construit toute cette suite. Voilà. N'écoutez pas les mots, regardez les faits, le mythe du crime rituel. Ils boivent le sang des enfants chrétiens et ils s'emparent de toute la planète. On a déjà vu ça, n'est-ce pas ? Le laser des Rothschild, carrément, assis au Congrès. Et rien ne se passe. Les Juifs sont responsables de toutes les guerres. Et au lieu de condamnation, de nouveaux rôles, des sourires, des tapes dans le dos, de la flatterie. Israël est mis au même niveau que les terroristes. Il recommence tout, encore une fois depuis le Congrès des États-Unis. Et toi, jette-le à la mer. Et au lieu d'une punition pour ça, une récompense. Et le viol. Il s'avère que c'est un mensonge qui résonne dans le monde entier. Et puis, brièvement, excusez-moi, au fait, je me suis trompé là-bas, oui. Ils ont voté contre la résolution sur l'antisémitisme, plein de gens se sont abstenus, ou ont voté contre. Et le silence. Ce n'est pas devenu l'événement le plus important de l'année, du siècle. Non, le silence, c'est systématique. Ça se voit, quand l'antisémite vient du camp d'en face, on en parle. Et ils le condamnent. Et si c'est quelqu'un de leur parti ? Eh bien, ils diront sans doute une phrase toute faite comme « puis ils accepteront des excuses, et la roue tournera encore ». Mais la fin reste la même. Pour l'antisémitisme, aujourd'hui, on ne perd pas son poste en Amérique. Pour l'antisémitisme, on n'est pas expulsé du Congrès en Amérique. Au Congrès, on ne perd même pas ses postes internes, qu'on perd pourtant régulièrement dès qu'on dit quelque chose de déplacé sur n'importe quel autre groupe. Mais sur les Juifs, oui, peut-être sont-ils responsables. Ils n'ont même pas d'étiquette qui mette fin à leur carrière, au pire une réprimande. Eh bien, amicalement, paternellement ou maternellement. Au pire, ils rédigent un papier, puis laissent-moi passer. Sans le dire, ils vous font comprendre, passe, l'antisémitisme n'est plus un crime aux États-Unis. Il devient de plus en plus courant. C'est-à-dire autorisé et presque accepté. Une forme de relation acceptée au sein de notre société. Une forme d'attitude acceptée envers les Juifs. Et ce qui aurait semblé absolument impossible il y a 20 ans devant une audience de millions de personnes, une présentatrice noire le dit à son public en s'adressant ainsi aux Noirs. Ce ne sont pas les Blancs vos ennemis, mais les Juifs. Elle n'est pas écartelée, non, elle n'est pas jugée, on ne la couvre pas de goudron et de plumes, et on ne la rejette pas. Elle continue d'être acceptée. Et c'est terrible. Voilà ce qui est terrible. En Allemagne, dans les années 30 aussi. Au début, on laissait simplement passer, on disait « bon, d'accord ». Et puis, c'est devenu la norme. Et dès que c'est devenu la norme, tout s'est terminé. Et tout a commencé. Maintenant, arrêtez-vous. Vous avez entendu ces histoires s'épeler séparément, hausser les épaules, puis passer à autre chose. Mais maintenant, elles sont alignées devant vous. J'espère vraiment qu'il y a eu comme un déclic en vous. Je ne les ai jamais réunies. Je croyais qu'il s'agissait de nouvelles folles et distinctes, mais c'est une seule et même fumée qui s'échappe de différentes fenêtres d'une même maison. Cette maison, c'est la nôtre, à vous et moi. Je veux que vous me compreniez, c'est très important.
Je ne dis pas que tout le monde autour est mauvais, ni que les Américains ou les Européens sont antisémites. Que votre voisin, à Dieu ne plaise, rêve de vous faire du mal. Ce n'est pas vrai, je n'y crois pas. Je parle d'autre chose, d'un mécanisme. L'histoire montre toujours la même chose, avec une constance effrayante. La plupart des gens partout sont ordinaires, pas méchants. Ils veulent la tranquillité, nourrir leurs enfants et que demain ne soit pas pire qu'hier. Eh bien, et aujourd'hui aussi, si possible. Mais quand des forces sérieuses, et non des voyous de rue, quand des forces sérieuses commencent méthodiquement à dresser le peuple contre un certain groupe. Tout change à une vitesse effrayante. Et c'est justement cette vitesse qui fait peur. Le groupe est toujours choisi selon un seul principe. Il doit être visible et facile à prendre pour cible et à haïr, n'est-ce pas ? Les riches, les étrangers, ceux d'une autre foi. Ceux qu'on peut désigner comme la cause. Quelqu'un qui va mal a besoin d'une explication, de quelqu'un à blâmer parce qu'il vit moins bien qu'il ne l'avait rêvé. Si on lui désigne constamment quelqu'un en disant « les voilà », voilà qui il faut blâmer. Tôt ou tard, une personne épuisée cède, non par méchanceté, mais parce qu'on lui a montré un coupable. Elle se sent alors soulagée. Ce n'est pas elle la responsable, c'est lui le responsable. Et c'est à cet instant, quand des gens ordinaires commencent à croire que ce groupe-là est la cause de leur malheur. L'incendie éclate. En un éclair. La maison qui semblait faite de pierre s'avère être de paille, et elle brûle plus vite que vous n'avez le temps de faire votre valise. Mais les Juifs devraient pourtant connaître cet incendie par cœur. Nous l'avons vu tant de fois. Nous devrions être ceux qui sentent l'odeur de la fumée avant tout le monde. Pourquoi restons-nous là à renifler l'air, persuadés que ce sont les voisins qui font griller des brochettes ? Et avant que je ne vous dise pourquoi tout cela, j'ai une demande. Les mots qui vont suivre. Écoutez-les, non pas comme un spectateur, écoutez-les comme un juif. Je m'adresse à vous maintenant. À toi, juif, qui regarde cette vidéo, où que tu vives. New York, Los Angeles, Londres, Paris, Berlin, Kiev, Moscou, Sydney, Tbilissi. Peut-être n'avez-vous pas pensé depuis longtemps à votre judaïté. Peut-être que ce mot n'est qu'une case à cocher pour vous. Le nom de famille de votre grand-père, une recette que préparait votre grand-mère. Peut-être que vous n'entrez dans une synagogue qu'une fois par an, pour Yom Kippour, ou peut-être que vous ne le faites même pas. Vous restez debout, vous écoutez, puis vous partez avec le sentiment que votre judaïté s'arrête là, votre dû payé, vos comptes réglés avec vos ancêtres. Vous voilà libre pour un an encore. Je dois vous dire une chose désagréable. Le fait que vous ayez oublié votre judaïté ne signifie pas que les autres l'oublieront. Au moment où l'on vous montrera du doigt, on ne vous demandera pas si vous alliez à la synagogue, si vous croyez en Dieu, si vous vous sentez juif, dans quelle partie vous étiez, sur quel rassemblement ou à quel chant vous avez participé. On vérifiera vos papiers et votre nom. Tout sera décidé pour vous. Pour un pogrom, votre foi importe peu. C'est suffisant. Votre nom suffit. En Union soviétique, on disait « on ne frappe pas au passeport, on frappe au faciès ». On frappe aussi au visage, bien sûr. Et selon le passeport aussi, bien sûr. Mais on regarde dans le passeport. Et si vous vous en fichez de vous-même, et je sais que beaucoup d'entre vous s'en fichent vraiment, vous avez vécu votre vie, vous êtes fatigué d'avoir peur. Alors ne pensez pas à vous, mais à vos enfants, à ceux qui ont encore la vie devant eux, à ceux qui doivent encore élever leurs enfants, à ceux qui ont un avenir. La seule question, c'est où ? Et voici ce que je propose. Ne pas paniquer, ne pas tout abandonner demain matin, ne pas brûler les ponts. Je propose quelque chose de beaucoup plus calme et, il me semble, de beaucoup plus sage. Construisez une issue de secours. Vous savez, dans chaque avion dans lequel vous voyagez, il y a une issue de secours. En plein vol, elle n'est pas très utile, n'est-ce pas ? Si ce n'est pas en plein vol, elle est importante, même si on la regarde rarement. Dans 99% des cas, elle ne sert pas. Mais c'est justement parce qu'elle existe que vous volez plus sereinement. La sortie de secours n'est pas liée à la peur, mais à la liberté de ne pas avoir peur. Je vous invite donc à en créer une en Israël. Il n'est pas nécessaire de tout quitter et de déménager là-bas tout de suite avec tous vos biens. Commencez en y mettant un pied. Posez un pied. Posez le pied sur la terre d'Israël et le poids du corps, on le déplacera plus tard, si besoin, mais pour l'instant laissez-le là où vous vivez. Qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Obtenez la citoyenneté, ce droit acquis par votre naissance en tant que juif a été durement gagné par notre peuple, ne le laissez pas prendre la poussière. Trouvez-y un logement, louez-en un, achetez-en un, mettez la main sur quelques mètres carrés là-bas, envoyez vos enfants, qu'ils y étudient pendant un an, qu'ils apprennent la langue, qu'ils découvrent le pays qui les accueillera à tout moment. Sans poser de questions. Ouvrez un compte en banque.
Des contacts, un certain point d'appui, peut-être quelques amis. Eh bien comme ça, tu te souviens, toi et moi. Faites en sorte d'avoir toujours un deuxième pied fermement posé sur la terre d'Israël. Et alors, si jamais Dieu nous en préserve, là où vous vivez, ça commence à flamber. Vous n'aurez pas à courir paniquer vers une porte close, comme on l'a fait dans les années 30, il vous suffira simplement de transférer plutôt tout votre poids sur cette jambe qui est déjà posée sur une terre solide, calmement, avec dignité, comme quelqu'un qui a su prévoir. Voilà la différence entre un réfugié et le maître de son destin. Le réfugié s'enfuit, il se précipite quand tout brûle déjà, alors que le maître a construit sa sortie à l'avance, donc il faut être nerveux, mais pas comme quand rien n'est prêt. Peut-être que vous vous demandez « Pourquoi tu penses que ça va brûler ?» et si tout se passe bien. Peut-être. Je l'espère vraiment, de tout cœur, que tout ira bien. Je veux me tromper. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux que d'avoir tort dans cette vidéo. Eh bien moi, je regarde les faits, et les faits, comme on dit, sont têtus. L'Allemagne, Goethe, Kant, le pays le plus cultivé d'Europe, a montré de quoi un pays cultivé est capable. La France, patrie de la liberté, la Bastille, l'égalité, la fraternité, a montré toute sa culture dans l'affaire Dreyfus. Et au monde, à quelle vitesse la fraternité oublie le juif ? La Pologne, l'Ukraine, la Russie avec ses pogroms, les pays baltes, et encore beaucoup d'autres pays où cela s'est produit, et plus d'une fois. Seuls quelques petits pays ont résisté. Le Danemark, qui la nuit sur sur des bateaux de pêche, a transporté ses juifs en sécurité. La Bulgarie, d'ailleurs, qui n'a pas livré les siens, a eux un profond respect et une gratitude éternelle. Mais vous avez remarqué, on peut les compter sur les doigts d'une main. Résister, c'est l'exception, mais s'enflammer, comme il s'est avéré, c'est la règle. Et je veux que vous entendiez tout ce que j'ai dit, sans rancune, sans illusion. L'Amérique a été la meilleure maison que les Juifs aient jamais eue en Russie. Je le dis avec amour et gratitude envers ce pays. Mais c'est justement pour cela qu'il est si difficile de le voir ici. C'est trop bien, trop chaleureux, trop semblable à cette Allemagne-là qui s'est révélée éternelle. Plus la maison est confortable, plus la berceuse y est douce et plus il est difficile d'entendre quelqu'un gratter une allumette derrière le mur. Permettez-moi de conclure, non pas par la peur, j'ai débuté ainsi pour capter votre attention. Mais je veux quand même vous laisser partir, avec de l'espoir et de la lumière, parce que cette histoire a un côté qui me réchauffe le cœur moi-même. Imaginez un instant un peuple qui a une sortie de secours, chacun d'entre eux. Un peuple qui ne sera plus jamais, vous entendez, jamais debout devant une porte fermée, une valise à la main. Un peuple qu'on ne peut pas acculer, parce qu'il a toujours un endroit où déplacer son poids. Vous savez ce qui se passe ? Le peuple n'a plus peur. Un peuple sans peur, c'est déjà du suicide. Il devient totalement différent. Il est difficile de le faire chanter. Impossible de l'humilier. Il faut lui parler d'égal à égal. Parce qu'à tout moment, il peut se lever et rentrer chez lui. Et cette maison, pour la première fois en 2000 ans, nous l'avons. Pensez à cette force. Pas la force des armes, mais la force d'un homme libre qui a sa propre terre sous ses pieds. Pendant 2000 ans, nos ancêtres ont prié. Beshana Bashana, Bahaba, Jérusalem, l'année prochaine à Jérusalem. Sans avoir la moindre chance d'y arriver. Et si maintenant vous aviez cette chance dans votre poche ? Sous-titre. Et vous n'avez pas besoin de prier pour un miracle, il vous suffit d'acheter un billet. Imaginez ce que deviendra Israël si nous y posons tout notre deuxième pied. Tous apporteront leurs mains, leur tête, leurs talents, enfants, médecins, ingénieurs, enseignants, musiciens, entrepreneurs. Un pays qui a fait pousser des jardins dans le désert. Qu'est-ce qu'elle fera pousser si nous nous y investissons tous, non pas avec des mots, mais avec nous-mêmes ? Ce n'est pas un sacrifice, mesdames et messieurs, mais le meilleur investissement de votre vie. Une sortie de secours que vous construisez et qui sera rentable, même si Dieu le veut, vous n'en aurez peut-être jamais besoin. Il sera rentable grâce à chaque nuit de sommeil paisible, il sera rentable parce que vos enfants deviendront des personnes qu'on ne peut pas acculer. Jabotinsky frappait aux portes sans réponse. Je ne suis pas lui, mais cette histoire n'est pas abstraite pour moi. D'après nos traditions familiales, le fils de Jabotinsky, Eri, était marié à la tante de ma mère du côté des Kogan. Et en 1922, mon arrière-grand-père, Israël Glossman, est devenu directeur de l'école juive Tel Haï à Haïfa. C'était soit la première, soit la deuxième école du Nord. Et toute cette génération qui baignait dans le même creuset,
Là-bas, les futurs rabbins, Begin, Pérez et tous ces Jabotinsky se disputaient un peu jusqu'à l'enrouement, étaient entamis pour la vie et, bien sûr, se sont tous mariés entre eux. Ils construisaient un pays qu'on vous présente aujourd'hui comme une maison accueillante. Je ne parle pas d'un manuel, mais de ma propre famille. Donc je ne tire pas la sonnette d'alarme, je ne crie pas fuyez. Fuyez, je ne crie pas au feu. Je dis autre chose. La forêt est desséchée. La forêt est si sèche qu'à la moindre étincelle, elle prendra vraiment feu. Comme vous l'avez vu, les étincelles jaillissent déjà. C'est pourquoi il faut préparer une issue de secours, non pas quand ça sent la fumée, mais maintenant, tant que tout est encore relativement calme, tant que les portes sont ouvertes, tant que c'est encore votre choix libre, et non une fuite paniquée. Préparez une sortie de secours, posez un pied sur votre propre terre et, quand vous serez prêt, mettez-y aussi le second. J'espère vraiment que vous n'aurez jamais besoin de cette issue de secours. J'espère vraiment que vous n'aurez jamais besoin de cette issue de secours. Mais la personne qui en dispose, qui l'a, dort paisiblement, et le peuple qui l'a, chacun ne pleure plus devant des portes verrouillées, comme on pleurait en Allemagne. On se voit demain et prenez soin de vos enfants, car que vous le reconnaissiez ou non, ils sont en danger.